très informatif, c'est le vrai fondement pur du fascisme, parce que le fascisme a été dévoyé par le fait qu'on l'a collé au nazisme. Du coup, c'est devenu un gros mot. Mais le fascisme originel à l'italienne, que vient de mentionner Dario, et qui a eu lieu aussi en Espagne via Franco, ça n'a rien à voir avec le nazisme, et ce sont des régimes viables, et même ce sont des régimes qui ont rendu service à leur pays. Bien sûr, et Salazar, on ne dira jamais assez tout le bien qu'il a fait au Portugal, surtout à la fin. Alors, bah ça c'est de la réponse, tu peux être content. Alors, on a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden, et aujourd'hui on va continuer sur le fascisme italien avec le dernier paragraphe concernant cet aspect du fascisme. Le fascisme fait la version pizzeria napolitaine. Là ça sera le fascisme et la société italienne. Assez intéressant, assez intéressant, on verra. Je vous laisse en juger. Enfin bref, allons-y. Le fascisme a pénétré toutes les classes de la société italienne. Comme l'antifascisme, il a été un phénomène interclasse. Mais les éléments composant les deux complexes étaient en proportion contraire. Le cadre dans lequel le fascisme voulait insérer la société italienne était le nationalisme. Important. Il a pratiqué une politique d'expansion en Méditerranée. Il a retrouvé ainsi une tradition italienne remontant au Moyen-Âge, continuée par les empires de Gênes et de Venise. En 1932, dans la doctrine du fascisme, Mussolini inclut explicitement la guerre, qui porte au maximum de tension les énergies humaines et imprime un sceau de noblesse aux peuples qui ont le courage de l'affronter. Ouais, ça me fait penser à Julien Rochdy aussi. Après avoir déclaré que le fascisme n'est pas un article d'exportation, le Duce essaiera de l'imposer aux Italiens immigrés, puis aux territoires conquis pendant le deuxième conflit mondial. Il réussira ainsi à regrouper la nation tout entière derrière la conquête de l'Éthiopie, mais l'entrée dans le deuxième conflit mondial ne sera pas populaire et la soumission au Tetchchi sera carrément impopulaire. Ses meilleurs appuis, le fascisme les a trouvés dans les classes moyennes et les paysans. Je répète, ses meilleurs appuis, le fascisme les a trouvés dans les classes moyennes et chez les paysans. Après, je ferai un épisode sur les classes moyennes, vous inquiétez pas. Qui formait le gros des troupes des anciens combattants. F. Catalano a montré que toutes les fois où les liens entre le régime et la petite bourgeoisie se sont distendus, le régime les a mis en difficulté. En 1924 et 1926 avec l'inflation monétaire, en 1932 et 1934 avec la crise économique et le réarmement. Quant aux ruraux, la protection douanière sur les céréales, la bonification intégrale des terres par assèchement, irrigation et reboisement, marais, pontins, campagne romaine, la propagande pour la bataille du blé, les gestes spectaculaires du Mussolini, venu lui faire lui-même la moisson, étaient autant d'attention à leur égard dont il était privé auparavant. Nolte a raison de dire que l'enthousiasme n'était pas factice quand Mussolini proclamait, dans une Italie tout entière, mise en valeur, c'est-à-dire fasciste, il y a encore de la place et du pain pour 10 millions d'habitants. Le mec ne doute de rien. L'appropriation de l'église garantissait d'ailleurs l'adhésion du Mezzogiorno. Alors là, s'il y a des italophones, enfin, s'il y a des copains italiens ou des origines italiennes dans les commentaires, là, vous me traduisez. Pie XI avait désavoué Don Sturzo, leader de la démocratie chrétienne, hostile au fascisme, après l'assassinat de Matteotti en 1924. La revue des Jésuites s'était déclarée contre la liberté de la presse et avait fait l'éloge du fascisme. Dans le Concordat, l'Église impose à l'État ses dispositions sur le mariage et sur l'enseignement religieux. L'athée Mussolini devient l'homme de la providence. Pour le clergé italien, la guerre d'Éthiopie est une croisade. Pie XI souhaite que les espérances, les exigences, les besoins d'un bon et grand peuple soient satisfaits, ses droits garantis. En 1937, inaugurant les cours de mystiques fascistes, le cardinal Schuster compare Auguste et Mussolini, sauveurs de l'État fondamentalement fondateur de l'Empire. Une partie des démocrates chrétiens s'était d'ailleurs ralliée. Mon Dieu, pourquoi ça ne me surprend pas. L'appui de l'Église n'a jamais manqué au fascisme et sur ce point Mussolini a été particulièrement traditionnaliste. Mais nous l'avons vu, dans les subventions des industriels et des agrariens, le fascisme n'aurait pas percé. Ces protecteurs n'obligèrent pas un ingrat. On passa l'éponge sur les profits illicites de la Première Guerre mondiale et les taxes sur les successions furent dégrevées, tandis qu'était supprimé le contrôle des prix et des loyers. Non seulement les assurances ne furent pas nationalisées comme il l'avait déjà envisagé, mais la fabrication des allumettes et des réseaux téléphoniques furent rendus au secteur privé. Par la suite, au moment de la crise, l'État vint au secours des banques en difficulté. En achetant les actions industrielles qu'elles détenaient, il favorisait le regroupement et les fusions. Certes, désireux de parvenir à une économie autarcique, l'État fasciste intervient dans l'économie et il l'oriente de plus en plus. Il renforce son contrôle sur l'appareil de production.
compagnie de navigation, construction navale, sidérurgie, etc. D'autres te parleraient d'État régalien. C'est au choix. Mais il n'en modifie pas les structures. Il laisse subsister la propriété privée et l'économie de marché. Il privatise les bénéfices et socialise les pertes. Si jamais vous faites remonter ça à Papacito, je suis sûr que ça lui fera plaisir à ce sac à merde. Il privatise les bénéfices et socialise les pertes. Mon Dieu que c'est très libéral ça. Par suite, bien que soutenu par elle, le fascisme n'est pas le régime de la petite bourgeoisie. Non seulement il n'en fait pas une classe dirigeante, mais la concentration d'entreprises s'effectue à son détriment. De ce point de vue, le fascisme continue l'Italie libérale. Il accroît même l'aide au capitalisme en réprimant les syndicats ouvriers et en interdisant les grèves. Bah voyons, comme c'est surprenant. Est-ce à dire que le socialisme fasciste n'est comme l'affirme Giodo Guazza, un révolutionnarisme verbal? Certes, l'État corporatif, institué en 1927 par la Charte du travail, instaure un syndicalisme officiel et docile. D'aucuns diraient un syndicalisme jaune. En principe, il subordonne les intérêts privés à l'intérêt national. En fait, en décrétant une égalité théorique entre les partenaires sociaux, il confirme l'inégalité en faveur du patronat. Et ça me fait penser à la secte où j'ai vécu, où on avait décrété un espèce d'égalitarisme abstrait, ou de façade. Mon Dieu. Le fascisme n'est donc pas été un socialisme, resté sur le papier d'ailleurs, que dans la République de Salo entre 1944 et 1945, lors du programme de Vérone prévoit les nationalisations, voire les expropriations alors impossibles. Mais il n'aurait pas remporté d'adhésion ouvrière s'il n'avait pas été, dès son début, un régime social. Alors que le Risorgimento bourgeois et libéral avait laissé l'Italie démunie de lois sociales. Si je tourne la page, si le... Putain, il y a des mots italiens. Dopolavoro, institution de récréation et d'acculturation, ça existe ce mot, pour les ouvriers après le travail, était surtout destiné à la propagande. Il reste que ces caisses mutuelles d'assurance furent regroupées par branches et fédérées dans un institut national assurance contre les maladies. D'autres organismes furent créés pour les accidents de travail, l'invalidité, la vieillesse, etc., avec des prestations très faibles, il est vrai. Par là, le fascisme capitaliste et social ressemblait au Second Empire. Capitaliste et social, mais surtout capitaliste. Conscient des difficultés qu'il rencontrait pour s'imposer aux adultes, le fascisme comptait beaucoup sur les jeunes, formés par lui, disant Mussolini, et non sans eux. Mettre la vie nationale au niveau de l'Empire. Le poète futuriste Marinetti opposait à la vie pantouflarde l'homme nouveau, dont Mussolini était le prototype, et dont l'éthique spartiate était faite de dévouement, de discipline, de sacrifice. L'homme intégral, le fasciste, ajouta le ministre Bottaille. Tandis qu'un manuel unique est imposé à l'école primaire, les maîtres, à partir de 1931, doivent faire leurs cours en uniforme fasciste, les enfants sont enrôlés de 8 à 18 ans dans les balilas. Les étudiants militent dans les groupes universitaires fascistes. La gymnastique, le sport, la préparation militaire constituent l'essentiel de l'instruction publique. Tous les ans, pour commémorer la marche sur Rome, une longue marche s'achève par un défilé de dizaines de milliers de jeunes pour faire connaître leur fierté guerrière. La culture fasciste est définie par une discipline de crosse gentille comme la morale et le style qui permettent à l'individu de réaliser par une adhésion sans réserve à la collectivité. L'historien Volpe démontre que le fascisme répond au génie et perpétue le passé de l'Italie. En fait, Gentile, avec un enseignement humaniste à base de philosophie de l'histoire, consolidait les valeurs élitistes bourgeoises. Dans les universités, une certaine latitude d'expression subsistait, d'autant plus que les antifascistes noyautaient les organisations fascistes par l'entrisme. Dans l'ensemble, à partir de 1925, les intellectuels italiens ont boudé le fascisme, bien que la plupart, comme les universitaires, ne l'aient pas combattu. Comme c'est surprenant. C'est cependant dans le domaine de la culture que le fascisme a connu un demi-échec. Celui-ci ne doit pas masquer l'adhésion quasi générale dont il fut l'objet, au moins jusqu'au premier revers militaire en Grèce en octobre 1940. Ce qui en montre la force et la cohésion, c'est la faiblesse de l'opposition. Les exilés sont à peu près sans prise sur l'opinion. À l'intérieur, la résistance est pratiquement inexistante jusqu'en 1943. Ce n'est pas sous leur coup que le fascisme périra. Ce passage est à méditer, je pense. Le fascisme italien a eu 25 ans pour naître, croire et mourir.
Aussi bien, toute une génération d'Italiens a-t-elle été marquée par lui. Son évolution a été hésitante, désordonnée, et plus opportuniste que véritablement dirigée. Sa doctrine s'est dégagée empiriquement. Son originalité n'est pas contestable, mais, à son moment de puissance, il a plus consolidé les classes dirigeantes qu'il ne les a dominées. Surtout qu'après que le parti eut cessé de jouer un rôle autonome pour adapter à l'état traditionnel, le fascisme est donc un mouvement à tendance conservatrice mais pas réactionnaire. À la différence des groupes d'extrême droite dont parfois il s'inspirait, il a su au moins un temps s'identifier à la nation et garder l'adhésion populaire. En lâchant quelques miettes de merde, mais bon, les gens se contentent de bien peu, j'ai envie de dire. Il coïncide avec le passage de l'Italie d'une économie agraire à une économie industrialisée. Il a duré trop longtemps pour ne pas laisser de séquelles que Tannenbaum énumère ainsi. Les accords du Latran, les lois criminelles et civiles, l'idée de caution gouvernementale au développement économique, la politique des grands travaux. Il n'a pas été entièrement totalitaire puisqu'il a laissé substituer les vieilles oligarchies, le roi, la cour, l'aristocratie, et qu'il n'a pas exterminé ses adversaires. Et que sa propagande est vraiment béguine à côté de celle de Goebbels. Bon, pas totalitaire, mais quand même, on laisse les classes et l'aristocratie tranquilles. Bon, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Mais la croissance économique a été plus lente que celle de la police. Les différences de niveau de vie entre le sud et le nord de l'Italie n'ont pas évolué. Les rapports de classe n'ont pas changé. Le système économique est demeuré le même. Surtout, en traitant le peuple italien en mineur, il condamna à l'inertie. Le fascisme a enrayé son développement civique et culturel. Fin du chapitre 2 sur le fascisme italien. Effectivement, le fascisme on peut peut-être comment dirais-je, accorder quelques points que même Daniel Guérin avait accordé dans le fascisme des grands capitales. Effectivement, le fascisme a fait de grands projets de routes, etc. Mais en réalité, ce sont vraiment que des miettes de pain. C'est vraiment l'adhésion populaire. J'ai envie de dire, les gens se contentent de bien peu quelque part. Donc à un moment donné, c'est certainement que le fascisme, même le national-socialisme, a fait quelques bricoles parce qu'un régime, je pense pas qu'un régime peut se baser uniquement sur la violence. Enfin, en tout cas, c'est un régime qui veut vraiment un minimum durer dans le temps. Il est obligé de lâcher du lest, mais malgré les quelques miettes, malgré quelques passages à droite à gauche, peut-être de semblant de social qu'il a fait, et bah, le constat global est quand même assez édifiant. C'est il a laissé le système économique n'a pas changé. Ce sont les mêmes au pouvoir, la lutte on veut des syndicats mais bien dociles, etc., etc. Dans l'ensemble, dans la finalité, ça reste une arnaque. Après, je connais les uns et les autres, ils vont dire « Mais oui, mais là, dans ce micro-truc, il a fait un minimum de social. » Oui, je ne nie pas, mais la finalité, ça reste une arnaque. C'est une miette de pain ne fait pas une baguette, hein. Une miette de gâteau ne fait pas un paquet de gâteaux. Faut arrêter de déconner, quoi. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.